Alors, imaginez un instant. D'un côté d'une balance, on a la pensée patiente, méthodique, symbolisée par un instrument de précision. Et de l'autre, c'est le chaos de notre monde numérique, ce tourbillon incessant. La grande question, c'est comment est-ce qu'on peut bien réconcilier la rigueur d'hier avec l'urgence permanente d'aujourd'hui? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Tout part de cette phrase, célèbre de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et attention, ça va bien au-delà d'un simple cours de chimie. C'est en fait une véritable philosophie. Ça nous parle d'un monde où, en théorie, tout s'équilibre. Un monde où l'on peut mesurer, comprendre les transformations sans rien perdre en route. C'est notre point de départ, cette quête fondamentale d'équilibre. Alors, plongeons un peu dans cette époque, fin du XVIIIe siècle. C'est là qu'un certain Antoine Lavoisier va littéralement révolutionner l'alchimie. Il va la faire basculer de quelque chose qui ressemblait parfois à de l'alchimie à une science exacte. Et son secret, son outil principal, c'était une méthode implacable, une véritable architecture de la rigueur. Et voilà son idée de génie, la fameuse loi de la conservation de la matière. C'est simple, mais c'est révolutionnaire. En utilisant des balances incroyablement précises pour l'époque, il a prouvé un truc fondamental. La matière, elle ne disparaît pas, elle n'apparaît pas de nulle part. Non, elle se réarrange, c'est tout. Le poids total de ce qu'on met au début d'une réaction chimique est exactement le même que le poids de ce qu'on obtient à la fin. Et ça, c'est une vérité qui n'est pas juste une idée en l'air, elle est prouvée par la mesure. Et sa méthode, c'est bien plus qu'une simple recette de cuisine. C'est une philosophie de travail. En 3 temps, d'abord on expérimente, rigoureusement, ensuite on déduit logiquement à partir des faits, et enfin, étape cruciale, on vérifie, encore et encore. Chaque élément est pesé, chaque conclusion repose sur du concret, chaque théorie doit être prouvée. La balance, là, elle change de statut. Ce n'est plus juste un outil, elle devient une sorte d'arbitre de la vérité. Bon, maintenant, on fait un bond de géant dans le temps. On quitte ce rythme presque calme du siècle des Lumières pour atterrir dans la frénésie de notre monde actuel. Et pour comprendre ce qui nous arrive, le sociologue Hartmut Rosa nous donne une clé de lecture absolument passionnante. C'est vraiment le paradoxe central de notre vie moderne. Pensez-y, on a une quantité folle de technologies qui sont censées nous faire gagner du temps. Et pourtant, qui a vraiment le sentiment d'avoir plus de temps? C'est même tout l'inverse. Ce sentiment de courir en permanence, Hartmut Rosa, il lui a donné un nom, l'accélération sociale. Et c'est là qu'on voit bien la fracture. D'un côté, le progrès technique, communication instantanée, transport hyper rapide, et de l'autre, le ressenti humain, un manque de temps chronique, une pression constante. C'est comme si chaque gain de vitesse technologique se payait par une augmentation du stress. On se met à courir toujours plus vite, mais pas pour aller plus loin, juste pour rester sur place. C'est exactement ça, l'image de la roue de hamster. On court, mais le décor ne change pas. Le résultat, d'après Rosa, c'est une forme d'aliénation. On traverse le monde sans vraiment avoir le temps de le vivre, de se l'approprier. On est tellement guidé par l'urgence, par le temps qui manque, qu'on finit par s'oublier soi-même. Et bien sûr, cette course folle, elle n'est pas sans conséquences. Surtout sur notre cerveau, sur notre façon de penser. En fait, cette vitesse nous rend incroyablement vulnérables. Vulnérables à des sortes de raccourcis mentaux. Et ces raccourcis peuvent être vraiment dangereux. Quand on n'a pas le temps de réfléchir, notre cerveau il fait quoi? Eh bien il prend le chemin le plus court. Il opte pour la facilité. C'est ce qu'on appelle la pensée paresseuse. Le psychologue Daniel Kahneman a théorisé ça avec le système 1, notre pensée rapide, intuitive, quasi automatique, et le système 2, qui est lent, analytique et qui demande un effort. Le problème, c'est qu'à force de courir, on reste bloqué en système 1. Et c'est une des raisons majeures pour lesquelles on tombe si facilement dans le panneau des fausses informations. Et parmi tous ces biais, il y en a un qui est redoutable, le biais de confirmation. En gros, c'est notre tendance naturelle à ne chercher et ne retenir que les infos qui confirment ce qu'on pense déjà. Et le pire, c'est que les algorithmes de nos réseaux sociaux sont conçus pour ça. Ils nous nourrissent de ce qu'on aime, nous enferment dans ce qu'on appelle des bulles de filtre, et au final, ça polarise complètement le débat public. Oui, il faut bien comprendre que notre environnement numérique est quasiment programmé pour exploiter nos faiblesses cognitives. Quelques chiffres qui font réfléchir, une fausse information a 6 fois plus de chances de devenir virale qu'une vraie. On a tendance à faire plus confiance à un contenu s'il a beaucoup de likes, c'est le biais de popularité. Un mensonge, s'il est répété assez souvent, finit par nous sembler vrai. Et puis, il y a ce sentiment diffus, à force d'interagir avec des IA, de ne plus vraiment être maître de nos choix. Alors, la question qui se pose, elle est simple, mais elle est vertigineuse. Face à ce déluge d'informations, face à cette accélération permanente, comment on fait? Comment on fait pour retrouver un semblant d'équilibre, pour ne pas se laisser noyer? Et la réponse, elle est peut-être un peu à contre-courant. Il ne s'agit pas de tout jeter, de refuser la technologie en bloc. Non, il s'agit plutôt de se réapproprier notre rapport au temps. Et pour ça, il y a une idée qui gagne du terrain. Une idée qui fait l'éloge d'une valeur qu'on avait presque oubliée, la lenteur.
Ce slow movement, ce mouvement de la lenteur, ça a commencé de manière assez concrète. En 1986, en Italie, pour protester contre l'ouverture d'un McDonald's à Rome. C'était la naissance du slow food. Mais l'idée était trop bonne pour s'arrêter là. Dans les années 2000, c'est devenu la slow life, une philosophie pour ralentir dans tous les domaines. Et aujourd'hui, on en vient même à parler de slow communication comme un remède à l'indigestion d'informations. Et les principes de cette slow communication, c'est du très concret. C'est presque une checklist. Avant de communiquer, se demander quelle est mon intention? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? C'est aussi prendre le temps de la réflexion sur l'impact à long terme. C'est choisir le bon canal, là où le message sera le mieux reçu. Et surtout, c'est arrêter de mesurer le succès au nombre de messages envoyés, mais plutôt à la qualité de l'engagement. Au final, c'est une communication plus réfléchie et donc bien plus percutante. D'accord, alors revenons à notre point de départ, à notre balance. Comment est-ce que cette vieille méthode de Lavoisier, cette rigueur presque scientifique, peut nous aider, nous, aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle peut nous servir d'arme ou de bouclier? Le vrai défi, ce n'est pas de se déconnecter de tout, c'est plutôt de soumettre la technologie à notre propre raisonnement, de ne pas être passif. Appliquer la rigueur de Lavoisier en 2024, ça veut dire quoi? Ça veut dire appliquer un esprit critique systématique à tout ce qu'on lit et voit. Ça veut dire questionner, vérifier les sources et surtout s'accorder le temps de la réflexion avant de réagir. Et quand on met les deux approches côte à côte, le contraste est saisissant. D'un côté, la méthode Lavoisier, patience, délibération, vérification systématique, recherche de la vérité. De l'autre, notre réactivité numérique, réaction immédiate, impulsion émotionnelle et une sensibilité énorme aux biais cognitifs qui nous enferment dans des chambres d'écho. Le choix de basculer consciemment vers la première colonne, c'est sans doute notre meilleur rempart. En fait, cultiver son esprit critique aujourd'hui, c'est un peu comme se brosser les dents. C'est une question d'hygiène. Une hygiène mentale indispensable à l'ère de l'information. C'est apprendre à repérer nos propres biais, à ne pas toujours faire confiance à notre première intuition et à activer consciemment ce fameux système 2, le mode analytique de notre cerveau. C'est la clé pour reprendre le contrôle. Alors, pour finir, une dernière question à mettre sur la balance. Dans ce monde qui ne jure que par l'instantané, est-ce que l'acte le plus radical, le plus subversif finalement, ce ne serait pas tout simplement d'être patient ?